Le leader incontesté pour l'instant de l'écurie McLaren, le troisième homme du championnat avec ce podium en plus décroché lors du dernier Grand Prix. Lando Norris, troisième à Monaco. Ça se passe super bien parce qu'il a vraiment pris en main cette écurie. C'est lui le meneur de l'écurie et non pas Ricciardo. Ricciardo a eu de la difficulté lorsqu'il est arrivé chez Renault. Ça lui a pris beaucoup de temps pour rentrer dans le rythme. Et là, le même scénario se répète, mais encore avec plus d'importance. C'était Romain Grosjean et ça va être compliqué pour Ricciardo parce qu'il s'est fait beaucoup de dégâts avec son début de saison. Oui, début de saison très compliqué pour Daniel Ricciardo qui est allé passer beaucoup de temps dans le simulateur McLaren ces derniers jours pour essayer de tout remettre à plat, non pas repartir de zéro mais pas loin, même a-t-il dit essayer des réglages, alors ça reste du simulateur mais des réglages qui sur le papier ne peuvent pas fonctionner mais quand même pour voir ce que ça provoque comme réaction. Il semble avoir appris certaines choses, compris d'autres choses. Maintenant, eh bien, reste à savoir si dans l'application réelle, sur la piste réelle, cela peut avoir une incidence positive sur la suite de sa saison parce que clairement Monaco a été un coup extrêmement difficile pour Daniel Ricciardo. Oui, mais depuis le début de la saison, et il y avait toujours les commentaires venant de lui et de l'équipe, faut qu'il s'adapte, il faut du temps. Oui. Mais là, ce n'est plus du temps. Il y a eu assez de Grands Prix effectués. 5 Grands Prix se sont écoulés. Sergio Pérez en demande plus des Grands Prix. Il avait tablé lui aussi sur 5 Grands Prix pour se préparer et pour être en maîtrise complète de la Red Bull. Ce n'est pas le cas. Il en faudra sans doute le double, a-t-il dit, une dizaine de Grands Prix au total. Est-ce que Helmut Marko va apprécier de laisser autant de temps à ce pilote? Difficile à croire. Et surtout que ce sont des pilotes de grande expérience qui ont déjà gagné des Grands Prix. Et 5 Grands Prix devraient être la limite. Et une Mercedes est au départ avec vous, Franck Montanis et Bottas. Il y en aura 2 avec Bottas qui vient de charger l'embrayage. Je vous salue dans le chat quand même. Oh, c'est très glissant aujourd'hui, il y a énormément de poussière sur ce circuit, mais bon, ça on est accoutumé du fait ici, parce qu'il y a énormément de vent, on a la plage qui est juste à côté, donc ça ramène beaucoup de sable, beaucoup de wheel spin. De patinage, pour la voiture d'Hamilton, mais c'est logique, on est en tout début de séance, il faut gommer la piste, ça va glisser énormément, on va avoir beaucoup de poussière, beaucoup de détritus également sur la piste à Bakou. Ah, vous l'avez dit, la poussière, elle va être Dites-moi si le très son est bon ou importante. On pas. a la confirmation sur ces images de George Russell au volant de la Williams, hors trajectoire, dans un nuage total de poussière. C'est aussi le propre, c'est le cas de le dire, des circuits en ville, Jacques. Il faut les nettoyer. Il y a eu la Formule 2, donc on aurait pu s'imaginer un nettoyage. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. À Monaco, ils arrosent la piste et ça nettoie bien. Là, je crois pas qu'à Bakou, ils arrosent la piste. Ça plaque la poussière au sol. En tout cas, voici la deuxième partie de ce circuit, beaucoup plus sinueuse. L'entrée dans la vieille ville, cette courte ligne droite jusqu'au Alors les McLaren qui ont mis une peinture fluo sur l'arrière du château, pour les tests aéros. Ce qui est très difficile dans cette entrée de virage, dites-moi Jacques, c'est qu'avec les sponsors qu'il y a, rouge. Le mur de gauche est rouge et le mur de droite aussi. Donc visuellement, les pilotes ont du mal à fixer le point de corde et ça aurait été bien qu'il y ait une couleur différente gauche et droite. Le fameux wheel spin, le patinage des roues arrière, les roues motrices d'accélération freinage va faire souffrir les pneus bien plus qu'à Monaco. 48 degrés au sol en cette matinée. Pour un asphalte qui n'est même pas très foncé et il fait chaud. Hamilton au sortir du deuxième secteur, le Britannique en 43,9 dans le deuxième secteur. C'est loin, c'est une seconde moins rapide que le meilleur deuxième secteur détenu par Carlos Sainz. Et pour l'instant, c'est Tsunoda le plus rapide dans le dernier secteur. On va en parler de Yuki Tsunoda d'ici quelques instants. La ligne droite, l'interminable ligne droite qui conduit à la ligne d'arrivée qui offre pour l'instant à Lewis Hamilton un modeste 9e temps en 1,50.5. À la sortie du premier virage, j'ai l'impression que le mur de pneus est proche de la piste. Ah oui, il est proche.
alors qu'il aurait pu être décalé légèrement. Oui, mais c'est un circuit en ville. Il était comme ça par le passé, parce que là, lorsqu'ils vont arriver à 2 de large au départ, ça fait une pointe qui resserre. C'est un peu dommage. Peter Bonington qui a pris une petite soufflante dans les Salut, oreilles à Monaco les Canaques. lorsque Lewis Hamilton a constaté que l'overcut avait fonctionné pour plusieurs pilotes et que non seulement il n'avait pas gagné de position, mais qu'il en avait perdu. Et voilà, il y avait beaucoup, c'est vrai, de nervosité, de déception aussi, de frustration de Lewis Hamilton durant ce Grand Prix de Monaco. Je vous propose de l'écouter, le Britannique. Comment et a-t-on travaillé chez Mercedes à l'issue du Grand Prix de Monaco? Un début de réponse de la part de Lewis Hamilton. Not really. Non, pas vraiment. No, we just. Oui. I mean, it's the same as every race. Non, c'est comme ça à chaque course. Il y a une grande plongée dans les analyses, dans le process de compréhension pour préparer notre début de week-end. Qu'est-ce que nous avons réussi, qu'est-ce que nous n'avons pas réussi? Comment faire en sorte que Valtteri et moi évitions certaines des erreurs que l'on a commises. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et je crois qu'avec notre expérience nous allons revenir plus fort ce week-end. Très scolaire Lewis Hamilton avec ses lunettes. Il sent de la chaleur. Ça, oui. Il y a une odeur de chaleur. Quelque chose qui commencerait à brûler peut-être. Et Pierre Gasly qui est en train de cramer. Carbone, il sent de la chaleur. Il faut faire attention. Parfois, oui, ça peut donner des odeurs. Alors, on suit Pierre Gasly, le RTE audio. C'est quoi comme c'est italien ça comme a été comme chaîne. Déménagé. Helmut Marko a prié Yuki Tsunoda de quitter la Grande-Bretagne pour aller s'installer près de l'usine à Faenza, donc en Italie. Bah là t'as l'audio de Canal, donc je peux pas te proposer mieux. Autant vous dire que quand votre Sainz se travers. Les roues arrière tout proches du mur qui a déjà été touché par d'autres pilotes. Il a failli se prendre le mur Sainz quand même. Hein. Mais les roues arrière traînaient près du mur. Quand votre chaperon devient Franz Tost, bonne chance parce que lui il n'est pas commode, il n'est pas facile. Il y a un léger mécontentement aussi. Ah oui, il y a un gros mécontentement, c'est-à-dire qu'il y a eu un ascenseur émotionnel, comme dirait Gad Elmaleh, c'est-à-dire qu'il y a eu la satisfaction, l'euphorie Bahreïn, et puis derrière le soufflet est retombé. On a découvert un Yuki Tsunoda extrêmement agité à la radio, dépensant beaucoup d'énergie et de concentration à s'énerver pour tout et rien à la radio, et Helmut Marko, vous le connaissez Jacques, n'a pas apprécié et estime donc, on le revoit ce petit mouvement, n'a pas apprécié et estime qu'il est temps que Yuki Tsunoda soit repris en main, et c'est Franz Tost qui va s'en occuper directement près de l'usine. Alors il nous a expliqué, Jacques Villeneuve, quel serait son programme maintenant qu'il s'installe en Italie. Apprendre l'italien ? Eh bien non, apprendre l'anglais, enfin perfectionner son anglais. Je vous donne le programme de Yuki Tsunoda hors week-end de course. Oui. 9h-11h, gym, séance de gym, faut qu'il prenne du muscle. 11h, midi et demi, réunion avec les ingénieurs. 1h30 de réunion ? Oui. Attendez, c'est pas fini. C'est le cours de maths. Déjeuner ensuite à midi et demi, puis cours d'anglais. Et de 15h à 16h30, nouvelle réunion. On va écouter Schumacher. Les lignes peintes sur le sol, très glissantes. Plus glissantes qu'à l'accoutumée. Que le souvenir qu'il en avait en tout cas. Donc réunion avec les ingénieurs de nouveau. 3 heures de cours par jour. De 15h à 16h30. Il y a aussi de l'histoire géo. Et de 15h30 à 18h, aquabiking. Non, ça je plaisante. Non mais gym, de nouveau à la gym. Il retourne à la gym à ce moment-là. Ouais, Yann Tsunoda. Oula, Virtual Safety Car, qu'est-ce qui se passe là? Virtual Safety Car, oui. Au moment où Hamilton prenait le record de premier secteur. Virtual Safety Car, il n'y a pas de voiture arrêtée. Nulle part. Alors, serait-ce un problème? Et ils n'ont pas mis de cours d'italien.
Et cours d'anglais. C'est dommage, il est en Italie. Oui, mais bon, il a besoin de perfectionner son anglais. Et lui va donner des cours de... Tsunoda, on dirait vraiment qu'il est en formation pour aller en F1 alors qu'il est déjà, c'est quand même extraordinaire. Il y a un commissaire qui est intervenu sur la piste certainement pour aller chercher un débris et ce qui va permettre à la voiture de sécurité virtuelle d'être effacée d'ici quelques instants. Bon, pour l'instant, on a les Ferrari en tête. Incroyable. Eh bien, écoutons-le, Yuki Tsunoda. Je sais pas ce qu'il nous dit, mais on va le découvrir ensemble. Hein. Écoutez le japonais à l'entame de ce week-end. J'ai passé beaucoup de temps avec l'équipe. Bon, je suis encore à l'hôtel, mais c'est positif pour moi. Peut-être que pour Red Bull, c'est mieux aussi. C'est mieux pour moi aussi. Hein. Meilleur pays, meilleure nourriture. Et je peux passer plus de temps avec l'équipe et mieux comprendre la voiture. Parler plus avec les ingénieurs également. C'est l'aspect positif. Et je veux prendre cette opportunité pour l'optimiser au maximum pour ce week-end. Tout s'est bien passé cette semaine et c'est la première fois que nous faisions un tel changement. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. On verra. C'est marrant parce que souvent la nourriture revient dans les propos de Yuki Tsunoda. Le mec est à fond sur la bouche, il fallait qu'il fasse cuisiner et pas pilote de F1 en fait. Très heureux dans le clan Red Bull de pouvoir à la fois manger italien et japonais au motorhome de l'écurie. Ouais, et donc de déménager en Italie, il va être très heureux. Et puisqu'on parle de cuisine avec Yuki Tsunoda, on en parle aussi avec vous, Franck. Vous êtes dans les coulisses côté cuisine du paddock. Exactement, en fait ici, là, toute cette partie arrière, c'est l'arrière du paddock tout simplement, on est à 10 mètres des voitures, mais c'est une véritable caverne d'Alibaba. Ici, c'est pas compliqué, j'ai des box pour le moteur Honda. Alors dedans, je sais pas ce qu'il y a, c'est tout crocheté et tout ficelé, mais en tous les cas, c'est tout estampillé Honda et Sakura. Ici, je peux faire un petit peu de sport et puis partir en vacances avec des petites valises. Et puis la partie qu'on préfère, en tout cas ici, ça sent bon, c'est les cuisines d'abord chez Renault, ici, enfin pardon, chez Alpine, mais les cuisines françaises, qui sont plutôt pas mal, hein, au menu crevettes, je crois, assez light. Et puis, j'aime pas les crevettes. Ferrari, vous verrez que Ferrari et Red Bull sont assez potes en ce moment, parce que la table a l'air bonne. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, live audio plus live timing. Sinon, c'est strike, donc je peux pas faire mieux. Vous en mettez un de côté aussi, Franck. Hein. Ça marche, vendu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et un abonnement à la chaîne. Je me souviens que c'est peut-être ce que sentait Pierre Gasly. Ça ferait plaisir. Et Hamilton meilleur temps. Vous savez que des fois, dans les spéciales de rallye, les pilotes sentent les barbecues en bord de spécial. 5 dixièmes devant Ferrari quand même. Et là peut-être, à Spa, vous sentiez... Mais Verstappen est en train de faire un temps également. Et à mi-course, lorsqu'il y avait une... Vers Pouhon juste avant Pouhon. Ah oui. À chaque année, vers la mi-course, une fois que la fin s'installait, et voilà, et ça durait 5 tours, et très difficile de se concentrer. Ouais, c'est toujours ça. C'est mieux que rien, on va dire. Spa Francorchamps, pardon. Vous avez le temps d'avoir faim, Jacques, en course? À mi-course, oui. Ça fait déjà 1 heure dans la voiture, enfin 45 minutes. Alors, l'aileron arrière... On voit la différence tout de suite sur la vitesse de pointe qui augmente. Mais surtout, ce qui est important de signaler, c'est que l'aileron arrière ne bouge plus. Ça veut dire que Red Bull a corrigé un petit peu, ça bouge encore un peu. Il y a eu un petit drapeau jaune agité premier secteur. Non, ils ont dit qu'ils corrigeraient rien, donc ça bouge encore. Franck, il y a un autre endroit sur la planète où l'odeur de nourriture vient vous lécher les narines. Non mais c'est l'endroit numéro 1, Julien Febvre, si vous ne le connaissez pas, je vous en prie, allez-y, c'est aux 24 heures du Mans, le virage après Indianapolis, Arnage, on a un virage qui est assez serré, qui est assez lent, le plus lent même du circuit. À cet endroit-là, à 18h, c'est pas que vous sentez le barbecue, c'est que vous avez la fumée des barbecues dans ces virages-là, ça fait un petit 500 mètres, peut-être 150 mètres, et Jacques pourra vous le dire, à cet endroit-là, à 18h, c'est juste incroyable, si vous avez faim, c'est mort, vous vous arrêtez. Ah puis si je me trompe pas, c'est le virage le plus lent du circuit des 24 heures, donc vous avez le temps d'en profiter à Arnage. C'est vraiment petite vitesse à cet endroit. Bon, en tout cas, Max Verstappen n'est pas perturbé par les odeurs locales de Bakou. Vous êtes en train de nous donner faim, Jacques et Franck. Là, attention. Oui, c'est difficile de se concentrer quand on a faim. Il le faut pourtant. Il le faut. On est dans le premier quart d'heure de cette séance à Bakou. On s'est concentré sur l'aileron arrière de la Red Bull.
On va la revoir d'ici quelques instants parce que c'est un des points très importants. On pressentait que Bakou allait permettre aux écuries qui jouent au maximum avec les limites du règlement de se servir de l'aileron arrière, mais Red Bull apporte non pas un mais 2 nouveaux ailerons arrière ici, avec pourtant un seul montant central qui le tient autour et au-dessus de l'échappement. Et il m'a semblé, on va revoir les images d'ici quelques instants, mais que cet aileron s'était beaucoup moins incliné que c'était le cas à Barcelone. Revoyons cette image dans la ligne droite de Bakou avec cette caméra embarquée de la Red Bull sur l'aileron arrière. On sait que la FIA a posé des petits patchs, des petits points pour essayer de mesurer. Regardons sur cet aileron arrière, ce qui permet de faire la comparaison, c'est la pointe du capot moteur qui touche le D. Et là, honnêtement, ça ne bouge quasiment plus. L'aileron, évidemment, s'ouvre au moment de l'activation du DRS. Vous voyez ce flap inférieur en forme de cuillère, mais l'aileron ne s'incline plus. Donc je pense, alors il s'incline un tout petit peu, mais beaucoup moins, parce que sur la zone de freinage, on voit le D réapparaître légèrement, mais c'est beaucoup moins que ça n'était à Barcelone. Donc je pense que Red Bull a anticipé une éventuelle réclamation de Mercedes, et alors en sachant que la règle rentre en application pour le prochain Grand Prix, c'est-à-dire le Grand Prix de France. Donc logiquement ici, Red Bull, ils auraient pas été inquiétés, quoi. Qui jouaient un peu avec cette flexibilité n'étaient pas attaquables. Normalement non, mais peut-être qu'elles font des tests aussi pour voir. Oula, Hamilton qui a claqué un énorme temps, 43,8. Ok, d'accord. Ils ont de toute façon besoin de redessiner un aileron, c'est ce qu'ils ont fait. Red Bull apporte, je vous le dis ici, 2 nouveaux ailerons qui se ressemblent beaucoup, c'est simplement le flap supérieur. 1 seconde 7, d'accord, très bien. Dans cette séance ou dans la deuxième séance d'essai libre entre Verstappen et Perez, mais l'un des 2 ailerons a un flap supérieur légèrement réduit sur sa partie haute. Pour le reste, c'est la même forme. Donc il y a 2 versions du nouvel aileron arrière, mais qui a l'air d'être beaucoup plus rigide qu'il ne l'était jusqu'ici, notamment à Barcelone, où là on l'avait vu vraiment plier. Est-ce que ça va dissuader Mercedes de toute réclamation? En tout cas, pour l'instant, ça tient beaucoup mieux sur l'aileron arrière. Est-ce que Mercedes a rigidifié son aileron avant? Parce que là, c'était la plainte de Red Bull. C'était la question, exactement. Parce que lorsque Mercedes a laissé entendre qu'elle voulait porter réclamation contre les ailerons arrière trop flexibles, Red Bull lui a répondu: ah oui, eh bien s'il joue à ce jeu-là, nous on va porter réclamation sur leur aileron avant parce qu'il touche beaucoup trop, il va beaucoup trop proche du sol à haute vitesse. Et c'est comme l'aileron arrière, ça fait partie des éléments qui ne doivent pas fléchir. Les 20 premières minutes de séance qui permettent à Lewis Hamilton d'être le plus rapide. On l'a vu, enchaîner les tours rapides. La référence, une 43,893 pour Hamilton. Devant Max Verstappen à quasiment 1 seconde. Petit ralenti d'Antonio Giovinazzi qui ici est allé flirter avec ce mur. Les sponsors. Alors, est-ce que Mazepin va se cracher aujourd'hui? Ils ont quasiment déjà disparu, non? Non, il n'a pas touché, juste de l'air. Ou ce week-end d'ailleurs. Antonio Giovinazzi. On continue de parler. Il ne s'est pas craché à Monaco, on rappelle. Flexible, Red Bull n'est pas la seule écurie dans l'œil du cyclone. Alors non, c'est pas la seule écurie, beaucoup d'écuries sont là. Et puis aussi on est à Bakou ici. Alors ces pièces en carbone comme les ailerons avant, il faut forcément les prévoir en avance. Il faut les travailler bien entendu, mais il faut les produire. Et puis ici, regardez, on est un tout petit peu en hauteur. On est derrière chez Alpine. On aime bien essayer de passer là où les autres n'y arrivent pas. Et bien ici, on a toutes les pièces de rechange. C'est des pontons, droite et gauche. Regardez, il y en a ici, il y en a là. C'est pas compliqué. Il y a 26 pièces différentes. Alors il y a des évolutions bien entendu, mais il y a aussi tout plein de pièces qu'on appelle de rechange au cas où on crache sur cette piste. Il faut impérativement pouvoir construire une voiture. Il y a 26 pièces différentes, c'est pas compliqué. Et ici, c'est que des pontons, les bargeboards bien sûr qui sont accrochés avec, toutes bien sûr emmitouflées à l'intérieur, on peut pas voir grand chose. Et ces pièces là qui sont de couleur fluo, c'est pas des pièces qui vont sur la voiture, c'est tout simplement des pièces pour protéger des pics en carbone qui sont devant. Moi, je vais vous prendre un bargeboard et un aileron avant, s'il vous plaît, Franck. Allez, un bargeboard, un aileron avant et un morceau de saumon, c'est ça? Et un Happy Meal pour Jacques Villeneuve, s'il vous plaît. Jouet garçon ou jouet fille? Ah bah le jouet, on voudrait que ce soit un bargeboard justement. C'est mixte comme jouet. Mais complètement.
Allez, Pierre Gasly au passage du château, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite depuis qu'ils ont enlevé ce vibreur. Ils l'ont pas enlevé il y a longtemps parce que mercredi, le vibreur à l'intérieur de ce virage était en Pérez 20ème, effectivement. Un pilote qui se serait plaint peut-être Tour de sortie, puis juste il est reparti dans les stands. Bon, peut-être un problème mécanique. De quelqu'un. De quelqu'un, à la direction. Tu dis pas vernis, Pérez, à chaque fois il y a des problèmes, quoi. Et c'est vrai que ça déstabilise beaucoup moins les voitures. Charles Leclerc disait oui, bon, ils ont enlevé le vibreur. Maintenant, si vous bloquez votre roue à cet endroit, vibreur ou pas vibreur, on ira taper à l'extérieur. Oui, et puis si dans n'importe quel virage vous rentrez un peu trop vite, vous allez taper aussi. Et puis c'est vrai. Là, on touche aux lois de la physique à un moment donné. C'est certain, c'est certain. On parlait du Grand Prix de France, ce sera le prochain 7e rendez-vous de la saison dans 15 jours. La Formule 1 sera sur le circuit Paul Ricard au Castellet avec du public. Il n'y en a pas ce week-end à Bakou. L'Azerbaïdjan a fait le choix du huis clos pour l'organisation de son Grand Prix. Le public, lui, est attendu au Castellet sur le circuit Paul Ricard avec 15 000 spectateurs par jour, 3 bulles de 5 000 personnes. Sachez que le Grand Prix de France vous demande, pour vous qui serez présents sur place là-bas, des tests antigéniques ou PCR de moins de 72 heures pour pouvoir vous rendre sur le circuit. Ce sont les règles sanitaires à respecter pour que ce week-end de fête soit parfaitement réussi sur le circuit Paul Ricard. Les personnes qui pourront ou justifier de la vaccination ou d'une guérison à la Covid-19 ou alors d'un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures seront bien sûr les bienvenus pour ce grand rendez-vous et cette fête du sport automobile français sur le circuit Paul Ricard dans 15 jours où nous serons physiquement, Jacques Villeneuve. Oui, ça fait plaisir. Ça va changer. Ah ben oui, absolument. On est ravis. Et toute l'équipe Canal+ sera bien sûr présente pour vous faire vivre ce Grand Prix de France. Par contre, on ne pourra pas socialiser avec les équipes. Comment ça Mais de loin. De très loin, oui. On entendra les voitures. On entendra les voitures, exactement. Et on vous fera vivre en immersion totale, comme toujours sur les antennes de Canal+, ce Grand Prix de France. Concentration en attendant sur cette épreuve à Bakou, où Hamilton pour l'instant s'est mis comme il faut d'entrée de jeu. Alors avec de la gomme rouge dans la première partie de séance pour lui, contre de la gomme médium jaune pour Max Verstappen. Ça passe vite dans le virage serré là. Ouais, ils ont rapidement pris leur marque. Ils prennent confiance mais ils sont encore loin des murs. Alors Verstappen lui, il ne prend pas ses marques en faisant le tour de piste à pied comme Lewis Hamilton qui estime ne plus en avoir besoin au vu de son expérience. Verstappen dit sur un ton un peu ironique: je préfère dormir quelques minutes de plus que de venir faire le tour à pied du circuit. Il me suffit d'un premier tour au tout début des essais libres pour savoir exactement ce que j'ai à savoir et prendre les repères qu'il me faut sur le circuit. Donc pas de tour de reconnaissance à pied. Bonne ou mauvaise chose, Jacques Villeneuve? On n'avait pas l'habitude nous d'en faire de toute façon à l'époque. Ah, vous en faisiez pas? Non, ça faisait pas partie de la Formule 1. C'est arrivé au milieu des années 2000. Ça vous venait pas à l'idée d'aller faire le tour à pied? Non, c'est long. C'est long, mais c'est votre boulot, Jacques. Non, parce que de toute façon, il y a très peu de choses à voir. Donc lorsque vous apprenez un circuit, oui, mais c'était surtout un moment où le pilote, c'est un moment où le pilote peut marcher avec son équipe, son ingénieur, discuter. C'est plus un moment social que vraiment d'étude du circuit, parce que à pied, visuellement très difficile de comprendre ce qui se passe et de refaire une reconnaissance, prendre des repères. Ça se passe derrière le volant. Vous avez oublié de couper l'eau de votre baignoire, Jacques. Il fait chaud, il faut aller se rafraîchir. Vous auriez pu couper l'eau. Les conditions, vous les revoyez, les redécouvrez. 27 degrés dans l'air, 48 degrés au sol.
un petit peu de vent, moins qu'hier, hein, ça soufflait assez fortement sur Bakou hier, un petit peu moins aujourd'hui, le vent qui est problématique dans les rues de Bakou. Okay, so in terms of sectors, 2/10 down sector 1 to Lewis. You are 2/10 quicker in sector 2, purple sector 2. Sector 3 just varying with tow levels. Ouais. Verstappen qui reçoit les indications. Tu es à 2 dixièmes de retard sur Hamilton dans le premier secteur, 2 dixièmes d'avance dans le deuxième secteur, tu as le record, et dans le dernier secteur c'est assez tôt. Mais c'est Vettel qui est le plus rapide dans le dernier secteur. Est-ce que la belle performance de Sébastien Vettel décrochée lors du dernier Grand Prix à Monaco, 5e, on le rappelle, son meilleur résultat depuis son arrivée dans l'écurie Aston Martin, Yuki Tsunoda va être contraint à une petite marche arrière ici sur le circuit. Tsunoda, encore lui. Secteur, sortie du virage 4. Tsunoda qui avait tapé à la deuxième séance d'essai. Il n'a pas tapé, mais bon, il a fait un tout droit. Surtout pas faire. Lui qui, comme à Monaco, découvre le circuit de Bakou. Jamais il n'a roulé ici. Il n'arrive pas à faire manœuvrer. Oui, pardon. Le blanc. Il faut qu'il ait apprenti à faire des wadzés. Faire patiner les roues, faire des wadzés. Vous faites pas ça sur la neige? Des wadzés? Des wadzés, ouais. Non? Bah ouais, je connaissais pas ce terme-là. Ah ouais, c'est peut-être un terme ancien de montage. Tsunoda, au final, on disait au début qu'il est très bon, etc. Mais il est un petit peu décevant quand même pour l'instant. Oui, voilà, se remettre dans la bonne direction. Surcoté ce pilote. Aussi, voilà. Nikita Mazepin qui... Alors on va écouter Tsunoda. I don't know why, but I just want to reverse. How? Il n'arrive pas à mettre la marche arrière. Mais si, ça y est, elle est passée. Alors faut pas aller toucher le mur. Hein. Non. Elles sont longues, hein, ces monoplaces. Elle surchauffe la voiture. Ah oui. Allez, un petit coup de gaz. Ah, s'il le tente, il va le rater. Eh oui, il l'a raté. Ah, il a pas osé. Ah non, mais il n'y a pas assez de marge, c'est trop risqué. Là, c'est sûr que s'il insistait, il la mettait le nez dans le mur. C'est gênant. Il y a d'autres pilotes qui ont réussi, non? Certains le réussissent sur l'élan. Quand ils se ratent, ils enclenchent directement le coup de volant et le coup de gaz. Mais il faut y aller. Quand on veut faire un U-turn comme ça, faire un patinage, un demi-tour, il faut vraiment y aller. Il faut mettre du sien. Et là, il a éteint le moteur. Putain, le mec, la gênance. Non, regarde ça. Ça chauffe. Et le retour au même moment de Fernando Alonso dans la voie des stands avec vous, Franck. Ça fait 3 minutes qu'il est coincé comme ça quand même. La voiture elle va cramer. On sait que les mécaniciens c'est très important de pouvoir travailler au maximum grandeur nature, j'ai envie de dire, parce qu'il faut pouvoir s'entraîner sur ces changements de pneus. On sait qu'un changement de pneus chez les meilleures écuries c'est aux alentours des 2 secondes, un petit peu plus, mais ça peut très mal se passer avec une mauvaise manipulation. Et la meilleure façon en fait de s'entraîner, c'est que ça soit comme ça, en réel. Ah, effectivement, ça les prépare au mieux. Merci Franck pour cet arrêt. On revoit... il a touché à l'avant gauche et j'observais le bord de son aileron avant qui semblait endommagé. Oui, il l'a endommagé légèrement son aileron. L'image là de marche avant, marche arrière, ça vous rappelle pas une image en Formule 2 il y a quelques années? Un pilote qui faisait... Ah, il est reparti, ça y est. Avant arrière mais sans tourner le volant et il comprenait pas pourquoi il se remettait pas en ligne droite. Non. Faut vous allez chercher ça. Ah non, je me souviens pas de cette image. Et il est reparti, c'est bien. Oui. Ici vous allez voir, je pense que c'était un pilote de l'Inde, je crois, si je me souviens bien. Il est au ralenti quand même. D'ailleurs, il y a quelques années. J'irai chercher parce que vraiment je n'ai plus l'image. Il avait été tout droit dans un des virages et après pour faire le demi-tour, il enclenchait marche avant, marche arrière, marche avant, il a fait une dizaine de fois mais il tournait pas le volant. C'était pas un test. Non, il continuait. C'était assez rigolo. Il y a même son équipe a même été filmée pendant ce moment-là. Ça fait 5 positions. Voilà. Ça va être compliqué. Pourtant, c'est un circuit qui est long, donc les écarts devraient être assez grands. Eh bien non, on continue cette année à avoir des écarts très très serrés. Et Alonso 4e. Ça fonctionne mieux? Oui. Carlos Sainz, l'ancien coéquipier de Lando Norris, qui fait de Lando Norris son favori pour la pole position.
Alors c'était prononcé sous forme de boutade à l'arrivée du dernier Grand Prix puisque les deux pilotes anciens coéquipiers étaient présents sur le podium autour de Max Verstappen et Carlos Sainz a dit pour Bakou, eh bien moi je mise sur une pole position de Lando Norris et il est en avance. Parce que ouais, pole position de Norris quand même ça m'étonnerait. Hein. Carlos Sainz, il est rapide en ligne droite. Ah oui. Il faudrait vraiment que les Mercedes et les Red Bull aient un problème. Hein. L'aéro McLaren en ligne droite fonctionne extrêmement bien. Quatrième tour de George Russell et deuxième tour de Lando Norris. Il avait une bonne vitesse de pointe, c'est vrai. Et l'écart d'un dixième seulement avec Lewis Hamilton. Ça se passe très bien pour Pierre Gasly quatrième, très bien pour George Russell cinquième. Wow, mate, unbelievable here. These two cars, super dangerous. Yeah, understood. I think Russell was doing his best to let you through, but actually it was Ocon that did a pretty poor job. Ouais, il y avait Russell et Ocon, l'ingénieur de Verstappen qui en veut moins à Russell qu'à Esteban Ocon. Ouais, Russell a essayé de s'enlever, mais c'est vrai que Ocon est resté un peu milieu de piste. Ouais, le blocage de Vettel qui au premier virage est obligé de tirer tout droit. On se souvient qu'il avait joué sur une relance de course avec Bottas en essayant de lui faire un frein de la Madone. Et c'était tellement tard. Il avait réussi à prendre le virage, mais il avait perdu des places sur Hamilton et sur un autre pilote également. On a vécu à Bakou des deux premières éditions 2017 et 2018 assez exceptionnelles, un peu moins dingue en 2019, pas d'édition en 2020, mais alors 17 et 18 on a vécu ici des grands prix dingues, complètement dingues. Surprenants, des résultats surprenants. Oui, première édition 2017, souvenez-vous de cette empoignade en piste entre Hamilton et Vettel. Hamilton faisant un petit break test à Vettel sous safety car. Vettel touchant l'arrière de la voiture d'Hamilton, puis venant à côté de lui et lui mettant un coup de roue. Pénalité de 10 secondes pour Vettel pour conduite dangereuse. Oui, parce que le break test a été très discret. C'était ici, c'était à cet endroit. Le break test pouvait passer inaperçu. Hamilton a toujours été fort dans... Par contre, le coup de volant de Vettel, c'était pas inaperçu, non. Ah non. C'était passé effectivement de manière surprenante. 2017 c'était bien sûr sous l'appellation Grand Prix d'Azerbaïdjan. N'oublions pas que en tout premier lieu l'Azerbaïdjan a accueilli un Grand Prix en 2016 sous l'appellation donc Grand Prix d'Europe avant de devenir Grand Prix d'Azerbaïdjan à compter de 2017 bien évidemment. Bottas 14e. Et Ricciardo meilleur temps incroyable. Au bout du monde, Ricciardo meilleur temps, une 43. Il est arrivé quand Bottas parce qu'il était coincé. Et oui, il a eu un problème d'avion. Alors est-ce que c'est une mauvaise roue bloquée sur l'avion? On ne sait pas, mais en tout cas il a attendu plus de 5h30 à l'aéroport en Finlande. Il devait être, je pense, dans l'attente du vol commercial suivant pour Bakou. Et on se motive même en essai libre autour de Ricciardo, son ingénieur qui lui dit tu es premier et pourtant il y avait du trafic, donc malgré ce trafic, bravo pour la performance. Ah, il a besoin des câlins en ce moment, tellement le début de saison était difficile. À la calinothérapie, il va falloir la remettre en place. Oui, ça fonctionne bien, ça avait bien fonctionné sur Bottas. Ouais, ce qui a été un peu trop câliné, c'est l'écrou de roue de Bottas à Monaco, qui a été complètement limé par le pistolet pneumatique et il a fallu attendre 2 jours quasiment, le mardi matin, 43 heures après l'arrêt au stand de Bottas, les équipes Mercedes ont enfin réussi à débloquer cet écrou à l'usine, de retour à l'usine de Brackley. Sans casser la suspension. Ah oui. Les F1, j'en reviens à l'incident de Tsunoda, les F1 qui n'aiment pas les marches arrière, hein, Jacques Villeneuve. Oh, Norris! Inévitable, mais une oh là 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 là. Norris qui a pris le vibreur, clippé le vibreur de manière un peu trop violente. Il a failli toucher le mur. Ça se passe juste en tête à queue, heureusement. Je vous montre le replay dès que il le monte. Il a eu chaud Norris là. Hein. En plus on était en direct embarqué avec lui. Ouf. Voilà, ça c'est un, comment vous dites? Un Wedze. Un Wedze. Non, le Wedze c'est plus des glissades contrôlées qu'un... Ouais. C'est presque des coups de frein à main voilà, dans les parkings. Ah d'accord. Ouais. Allez, revoyons. Regardez.
Bien l'avant le vibreur. Hop. Du gaz en redescendant du vibreur intérieur. Ça va, ça s'en sort bien Lando. Pour le féliciter de son meilleur temps. Lui faire un clin d'œil. Pour que Daniel le voit bien. C'était un câlin en prévision. Oui. C'est vrai que la piste était extrêmement large à ce niveau-là, donc ça va. Il s'en sort bien. Pensez à mettre un pouce bleu hein, et un petit abonnement à la chaîne hein, pour être tenu au courant des lives. Je ferai le live tout à l'heure à 14h aussi. Pour les essais de 14h donc, ce vendredi, jusqu'à 15h. Mais la piste s'améliore énormément. Elle est tellement poussiéreuse qu'elle se nettoie, elle se gomme et les chronos vont chuter. Et Leclerc qui passe devant Sainz. Ouais, le blocage de roue, oui. Et Hamilton dans l'échappatoire, incroyable. Hein. Quel échec. Il y a une chanson qui était comme ça. Alors qu'est-ce qu'il va décider Lewis là? C'est peut-être pas une chanson. Il met la marche arrière. Oula. Ah, il a le droit de faire la marche arrière? Mais pourquoi pas? Non, mais sur la piste? Mais évidemment. Ouais, là c'est un peu dangereux quand même. Hein. De manière safe. Là on en revient au cas d'Imola hein, où il était sorti du bac à gravier. Ouais, ça passe. Marche arrière, il y a personne. Je pense qu'ils pourront réécouter la radio. Non, il n'y a aucun problème. La marche arrière, elle est montée sur les voitures justement pour se sortir d'une situation difficile. Il a bloqué la roue, il a tiré tout droit juste. Il est arrivé à quasiment 300 km/h avant le point de frein. Heureusement qu'il y a un échappatoire. Il aurait presque pu passer le virage. Un tour ralenti pour le deuxième chrono. Leclerc à toute petite vitesse, les pilotes qui ont reçu beaucoup de consignes par rapport à la piste de Bakou, notamment l'interdiction à partir à la sortie du virage 17, c'est-à-dire en bas du dernier secteur, quasiment à l'entame des lignes droites, mais entre les virages 17 et 20, interdiction de ralentir pour se ménager de l'espace, notamment en qualification. Les espaces devront être créés avant, c'est-à-dire au plus tard à la sortie du virage 16, là où Norris a effectué son tête à queue il y a quelques minutes. De toute façon, à la sortie du virage 16, ils sont à fond, donc aucune raison de ralentir. Voilà, c'est même avant le virage 16 qu'il faudra avoir créé les écarts. Leclerc et Sainz qui sont les plus rapides. Les pilotes Ferrari s'attendent pourtant ici à Bakou à retrouver la vie d'avant, une vie normale entre guillemets. Ils sous-entendent qu'à Monaco, Ferrari a un petit peu surperformé et que Bakou sera beaucoup plus difficile en ce sens. Et deux Ferrari de route en tête, incroyable. Ferrari, première et deuxième. Ferrari est compétitive dans les virages lents et serrés. Oui. Elle devrait être compétitive dans les virages à 90 degrés. Ce qui va lui manquer, c'est de la vitesse de pointe et entre les virages 16 et le virage 1, eh bien, ça risque de coûter beaucoup de temps à Ferrari. En tout cas, c'est ce que craint la Scuderia. Ouh, Latifi, il a fait manger le mur aussi. Ce long travers, cette longue dérive à la sortie du virage 15. Et Sébastien Vettel, virage 16, là où Norris est parti en tête à queue. Énorme sous-virage. Lui, il a évité le vibreur parce que le train avant n'a pas accroché. Et à partir d'ici, donc, les pilotes ne peuvent plus créer d'espace sous peine de voir les commissaires s'intéresser de près à leur dossier. Ah, les écarts, par contre, là, dur. Hein. Tsunoda à 4 secondes. Putain la vache. Mick Schumacher et Mazepin sont à peu près dans les mêmes chronos, donc on peut dire qu'ils sont à égalité. Ah, drapeau jaune encore, de secteur 2 et 3. Il y a eu Ah non, c'est bon. un tête à queue, non, oui, un léger tout droit entre les secteurs 2 et 3. D'essuyer la peinture visqueuse et fluorescente qui permet d'étudier l'écoulement des flux sur les différentes pièces aérodynamiques chez McLaren. McLaren qui confirme
qu'elle poursuivra autant que nécessaire le développement de sa McLaren pour lutter face à cette écurie, celle de Laurent Mekies, de Mattia Binotto, face à Ferrari. McLaren veut absolument être la troisième force du plateau cette saison et donc devancer Ferrari au championnat. Pour l'instant, McLaren est troisième de ce championnat devant Racing Point, Renault et la Scuderia Ferrari 6e. Bon choix stratégique parce qu'ils ont réussi à bien faire évoluer la voiture pendant l'intersaison et Norris mène l'équipe. Le retour au stand d'une Aston Martin, Franck. On peut voir sur les ailerons avant qui sont très peu braqués, c'est une spécificité ici à Bakou, on essaye vraiment d'avoir de la vitesse en ligne droite. L'Aston Martin qui devrait pas être trop mal sur ce circuit, avec un normalement qui devrait s'arrêter, mais vraiment le but ici en fait c'est de descendre un maximum les ailerons. On n'a pas besoin de beaucoup d'appui aérodynamique, le pneumatique va beaucoup travailler et l'appui aérodynamique à cause des murs en fait est peu exploité. Encore. Donc c'est très important. C'est encore Tsunoda là. Un équilibre avant-arrière bien entendu, mais de réduire un maximum cet aileron. Oh non, c'est Gasly cette fois. Merci Franck pour ces détails aérodynamiques alors que le tout droit il est pour Pierre Gasly au même endroit que Lewis Hamilton tout à l'heure. Gasly qui comme Hamilton utilise la marche arrière pour revenir sur la piste. Alors, il y a un peu plus de trafic maintenant. Ouais. Il a laissé passer les deux Alfa Romeo de Raikkonen et Giovinazzi et il repart. On voit à quel point les freins chauffent très vite aussi. Hein. Les freins chauffent très vite et souvent les pilotes disent qu'ils ne voient rien dans le rétro. Par contre, lorsqu'ils font de la marche arrière, ils voient très bien. Ah bah ils font au ralenti à ce moment-là. Il ne faut pas faire comme Daniel Ricciardo qui était venu emplâtrer Daniel Kvyat. Les deux étaient sortis en course dans le premier secteur au virage 3 si ma mémoire est bonne, 3 ou 5 je ne sais plus. Mais en tout cas la marche arrière de Ricciardo avait explosé la Toro Rosso de Daniel Kvyat. Ah mais les deux étaient stationnés, oui. Oui, ils étaient arrêtés et Ricciardo au volant de la Renault n'avait absolument pas vu Daniel Kvyat. Pierre Hamelin au premier plan. Pierre Samela, le physio de Pierre Gasly juste derrière lui. Le clan Gasly. Paul Belmondo me précise que je fais de la pub sans le savoir pour une marque de bière puisque la chanson que je vous ai entonnée tout à l'heure, exactement. Je ne savais absolument pas. Je pensais que c'était juste une chanson un peu rigolote. Voilà. Évidemment à consommer avec beaucoup de modération, que ce soit cette bière ou autre chose alcoolisée. Pendant longtemps, dans l'Amérique du Nord, on n'entendait que ça. Tout le monde, pas la chanson, mais juste quand les gens se voyaient, au lieu de dire bon, c'est. What up. Très intellectuel. Ah oui. Allez, dernier petit quart d'heure de séance, 14 minutes à couvrir dans cette première séance d'essai libre. Je vous rappelle la séance qualificative de la F2 à suivre à partir de 12h20, puis la deuxième séance d'essai libre F1 à compter de 13h40. Il y a de la F2 aussi ce week-end, c'est vrai. Verstappen qui rencontre devant lui Nikita Mazepin. Je pense qu'il l'a déjà rencontré. Il a déjà croisé en piste. Mazepin, pas une erreur à Monaco. Et qui termine devant Schumacher. Impressionnant, vraiment un week-end. Unbelievable this. He just stays up front and I'm breathing even. Et il n'est pas content Verstappen, hein. Incroyable, il reste devant. Et juste quand vous dites qu'il n'avait pas commis d'erreur. Ah là, il commet une petite erreur de respect. Mais il ne fait pas une faute de pilotage. C'est ça que je souligne. Ouais, Mazepin qui laisse pas passer Verstappen du coup. Et que ça se passe moins bien qu'à Monaco. Là, ça y est. Je pense qu'il termine derrière son coéquipier. Ou qu'il touche, qu'il tape. Alors, on a les deux Red Bull qui se suivent en piste. Et si on arrive à observer l'aileron arrière de Verstappen et de Perez, on pourra voir s'ils utilisent des deux versions différentes d'aileron arrière. Pas sûr. C'est vraiment l'œil perçant. Ah bah je les ai étudiés hier soir. Je pense qu'ils ont les mêmes versions, mais c'est difficile, sans gros plan là, d'avoir la certitude Non, je pense qu'ils ont la même version d'aileron arrière. Aileron donc qui semble nettement moins fléchir, quasiment pas fléchir. Qu'il hausse son niveau de performance, Perez. Il lui en manque beaucoup sur notamment le tour rapide des qualifs.
C'est dommage parce qu'après Imola où il avait qualifié première ligne devant son coéquipier, après ça s'est mal passé en course, mais il a montré qu'il était capable d'être dans le coup, et puis après à nouveau il a perdu tout le rythme. Ouais, depuis Imola ça va de moins en moins bien en qualif, 2e à Imola, mais ensuite 4e au Portugal, 8e en Espagne, 9e à Monaco. Portugal 4e, ça pouvait encore aller. Piste claire pour Verstappen, record dans le premier secteur, le passage dans la vieille ville. Il y met beaucoup de rythme là. Ouais, il a une voiture pointue, l'arrière léger, mais c'est comme ça que c'est rapide entre les murs. Elle est vive, elle est très réactive cette monoplace, mais pour l'instant ça lui permet d'aligner les chronos. Le premier secteur en violet, le deuxième secteur d'ici quelques instants il se terminera à la sortie. Ça va faire le meilleur tour pour Max. Et c'est une amélioration personnelle. Il est en avance sur le temps de Leclerc d'un dixième, un peu plus d'un dixième. Raikkonen au même moment remonte dans le top 10, 9e temps pour le Finlandais. Et maintenant, eh bien, c'est de la pleine vitesse dans la quasi-ligne droite du retour vers la ligne d'arrivée. Oui, Pérez qui le suit en aspiration a perdu beaucoup de temps dans les premiers secteurs. Le meilleur temps 43 Verstappen, 43-1, 43 millième sur Verstappen, sur Leclerc pour Verstappen et Pérez en 43-6 à 4 dixièmes et demi de son coéquipier. Ça commence un peu mieux. Donc on l'a vu à Imola, il a eu du mal, il a pris du temps à rentrer dans le rythme de son coéquipier. S'il a une demi-seconde maintenant, il est un peu en schéma diesel. Pérez, il prend du temps à se mettre en route. Qu'est-ce qui serait acceptable? 3 dixièmes d'écart? 2 dixièmes? Oui, 2 dixièmes. 2 dixièmes, pas plus. Allez, 3 dixièmes cette fois-ci parce que la piste est très longue. Vous nous le faites à 3 dixièmes? Allez, je le fais à 3 dixièmes, mais seulement si ce n'est pas serré devant. D'accord. Sur un tracé de 6 km, rappelons-le, 6 km et 3 mètres exactement. 10 minutes à couvrir. Lando Norris est pour l'instant 7e. Verstappen le plus rapide depuis quelques instants. Une Red Bull, 2 Ferrari, une autre Red Bull, puis Daniel Ricciardo. A-t-on changé le châssis de Daniel Ricciardo? C'était évoqué, c'était une possibilité. On sait que ça évacue quelquefois des questionnements, des doutes dans l'esprit d'un pilote de changer de coque. Oui, ou parfois il suffit de changer juste le numéro de châssis et de garder le même châssis. L'effet placebo fonctionne très très bien chez les pilotes aussi. Conciliabule entre mécaniciens chez Alpine. Voyons justement leur aileron avant, les modifications apportées entre Monaco et Bakou. Vous voyez à quel point il a fallu décharger les ailerons aussi bien arrière que avant. Il faut adapter l'aileron avant à l'aileron arrière. Pour la vitesse de pointe, on va se concentrer sur l'aileron arrière et après il faut un aileron avant qui fasse bien fonctionner toute cette monoplace moins chargée. Et puis comparaison des petits éléments aérodynamiques, les bargeboards qui se trouvent sur le côté, sur les flancs de la monoplace avec une petite ailette en moins. En moins ou en plus? Parce que là on la voit, cette petite ailette, je pense que c'était... Allez, c'est bientôt fini, il reste 8 minutes exactement. Alors le jeu des aspirations, ça va aussi compter, ça en qualification. Qui est légèrement remonté, mais ça ne le met qu'à la 11e place, à pratiquement 2 secondes, à 1 seconde 9 de Verstappen. Ce qui est intéressant, si on prend le classement par la fin, c'est que Mazepin n'est plus très loin de Mick Schumacher. Il est à 5 centièmes de seconde seulement de Mick Schumacher. Le bon résultat de Monaco l'aide? Peut-être. Prise de confiance, compréhension du fait qu'il faut ménager sa monture pour aller loin.
Oui, et puis qu'il faut écouter aussi. Ce n'est pas un jeu. Les écarts entre Russell et Latifi, puisque les Williams devancent les Haas un petit peu plus de 3 dixièmes d'écart à l'avantage de George Russell. Ocon seulement 16e pour l'instant, très loin comme Vettel et Tsunoda. Ouais, le Russell qui met la pression sur Mercedes, qui veut pousser Mercedes à prendre une décision rapidement sur son futur. Ouais, malheureusement c'est pas lui qui a les clés. Hein. Non, puis c'est un pilote Williams qui n'a pas encore gagné Grand Prix, donc il ne faut pas trop mettre la pression. La Ferrari, même sur un circuit de vitesse de pointe, se comporte plutôt bien. Donc le châssis ne doit pas déplacer trop d'air comme ça a été le cas par le passé. C'est une voiture qui n'était pas efficace et malgré des ailerons parfois peu braqués, déplaçait trop d'air avec le châssis. Oui, clairement pour l'instant c'est une première séance à 5 minutes de la fin de celle-ci. Intéressante pour Ferrari qui s'attendait à plus de difficultés, être plus en retrait par rapport à Monaco. Monaco avait été très bien entamé par les pilotes Ferrari, notamment Carlos Sainz, très solide lors des essais, très frustré en qualification de ne pas avoir pu aller au bout de son effort, mais pour l'instant l'entame de week-end est sans doute meilleure que prévu. Alors évidemment à pondérer, à tempérer au vu des éventuelles charges d'essence plus ou moins importantes dans les différentes monoplaces. Oui, puis sur un circuit long comme celui-ci, la quantité d'essence va avoir une grosse importance. Ça a été proche du mur là pour Vettel Pérez qui joue un petit peu au chat et à la souris. Ça va offrir à Pérez une belle aspiration jusqu'à la ligne d'arrivée. Faut pas oublier de se décaler au moment de freiner. Demander à Daniel Ricciardo ce que ça fait de freiner juste derrière une voiture, qui plus est son coéquipier. Le coéquipier faisait zigzaguer un peu aussi. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas fait un copain? Non, il voulait entamer un deuxième tour sur sa gomme, Pérez, mais il s'est fait doubler juste avant par Vettel, donc il n'a pas pu effectuer son tour. Il n'est pas content. Oula, ah bah Mazepin est mort, ça y est. Non, c'est Mazepin qui est allé très proche, tellement proche du... Non, il est pas mort, j'exagère, mais je crois qu'il a touché quand même. Ça repart. Ah, il a tapé, l'aileron arrière est cassé. Je savais qu'il allait taper. Je vous montre le replay dès qu'il est dispo. Je sentais la confiance de Monaco, trop de confiance, c'est ce qui me faisait peur. Il a tapé. Vous lui avez porté la guigne. Voilà. Oui. Ah, dès les premiers essais libres, il tape. À la fin en plus, c'est con. Ah, je vous l'ai dit. Bon, Papa vient de sortir son chéquier en voyant les images. Ben oui. Trop de confiance après Monaco. Alors, je vous remonte ce qui s'est passé. Nul. Oh là là. Ah bah ouais, ça touche. C'est pas de bonne, il n'y avait plus de vitesse. Il y a un drapeau jaune encore, je sais pas ce qui se passe. C'est Sainz apparemment.
ce qu'il va faire. Il a fait un tout droit, Sainz encore. Oui, elle rentre vite la marche arrière. Ils ont bien travaillé sur leur marche arrière chez Ferrari. Un tout droit de plus pour les pilotes. En avoir besoin. Les jetons de développement, ils les ont mis sur la marche arrière. Bon, bah, petite sortie de piste de Nikita Mazepin. Vous savez quand même. Encore un drapeau jaune. C'est qui? Jaune, premier secteur. Verstappen? Peut-être. Non, 1-2, c'est Mick Schumacher. Ah oui, Schumacher est arrêté en piste. Non mais Léas qui se crache à la fin, what the fuck quoi. Non ça va, il a fait un tout droit aussi. Il fait comme Tsunoda, c'est la période manœuvre. Et puis là c'est en plusieurs temps, puis la faible visibilité qu'ont les pilotes de leur aileron avant leur permet pas de prendre beaucoup de risques sur les limites. Steiner en sueur. Alors vous êtes nombreux, oulala, tellement nombreux, à m'avoir écrit et envoyé des photos de Max Verstappen, alors que l'on revoit Mick Schumacher tirer tout droit au virage 4 sur sa position de départ à Monaco, en me disant il a triché, il était beaucoup trop en avance par rapport à la ligne jaune. Ce n'est pas la ligne jaune qui fait office. Et il n'a pas encore fini sa manœuvre, hein, Mick Schumacher. Non mais il va y arriver, Oui, c'est bon, c'est bon. Ce n'est pas la ligne jaune qui fait office de démarcation et de limite. La ligne jaune est un repère visuel pour les pilotes pour venir se positionner. C'est la ligne blanche qui fait office de limite. Et si vos roues sont encore en contact avec la ligne blanche, même si elle semble un petit peu devant, c'est légal. Donc, ne vous affolez pas. Alors, je sais qu'il y avait les anti-Verstappen qui, évidemment, tout de suite. Et Bottas qui nous fait un tout droit également. Ah, vous voyez? Oh, en plus dans le... la McLaren l'a accompagné. Voilà, le Finlandais qui a l'habitude de rouler sur la glace. Norris, à mon avis, c'est son regard qui a suivi Bottas et ça l'a emmené dans le... Et Norris aussi est réussi. Ah oui, il est allé avec lui. Ah bah, petite chorégraphie. Regardez, coup de gaz, Wedze, ça part, ça tourne. C'est beau, hein? Ouais, c'est joli. Pourtant, ce n'est pas un pilote glace, Norris, comme Bottas. Pas encore, mais bon, on va l'emmener sur le trophée Andros, on va lui faire découvrir. Mais oui. En tout cas, voilà, Verstappen était bien dans les limites et ce sont il faut être entre la ligne blanche et jaune. Non. Pour oui, mais c'est pour le capteur aussi, le capteur de faux départ. Il faut encore un drapeau jaune, bah dis donc. Dans le règlement, n'est absolument pas stipulé le capteur, est stipulé la ligne blanche. Vos roues doivent rester en contact avec la ligne blanche. Pas mal d'erreurs en cette fin de séance. La monoplace, c'est tout ce qui est dit dans le règlement. Voilà. Oui, Bottas a 1 seconde d'Hamilton hein, quand même. Je me souviens, lorsqu'il y avait les discussions, les briefings, il fallait être entre les deux lignes pour que le capteur puisse fonctionner. En tout cas, voilà, Verstappen était bien dans les limites de son emplacement, ce qui n'était malheureusement pas le cas auparavant. C'est à Barcelone, me semble-t-il, pour Pierre Gasly, qui avait pris une pénalité. Là, pour le coup, ses roues avant avaient dépassé la ligne blanche sur la grille de départ. Drapeau à damier sur cette première séance d'essai libre qui va revenir à Max Verstappen en 1:43.184. Avec beaucoup de tout droit. Alors le record de la piste est 1:40.4 en 2019, hein. On précise quand même. On en est très loin. 3 secondes quand même, hein. Quasiment. Verstappen, les Ferrari, bon, Perez et les deux Mercedes en difficulté. Plus loin, Hamilton 7ème. Effectivement, Valtteri Bottas surprenamment 9ème. C'est-à-dire en positif ou en négatif? Ah non, négatif. 10ème, Valtteri Bottas. C'est bien, oui, en plus, il est 10ème. Il vient de se faire doubler par... Alonso. Alonso, exactement. Fernando Alonso qui prend la 9ème position de ce classement. Et tout le monde a maintenant pris le drapeau à damier puisque Mazepin était rentré avant cela dans la voie des stands avec son aileron arrière cassé. Vous savez quand même qu'il existe un petit site... Tsunoda qui se prend 1 seconde 5, 7 même, 1 seconde 7 par son équipier. Dur. Donc ce compte à rebours avait pris beaucoup d'ampleur puisque ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tapé. Il a son record. Il vient d'être mis à 0. Ah oui, mais c'est avec un record. Bon bah sur ce, je vais vous laisser là pour les essais 1. Je vous retrouve à 14h pour les essais 2, toujours sur la même chaîne. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre la cloche pour être tenu au courant des lives. Allez à toutes. Ciao ciao.